Depuis la Renaissance, l'homme n'a jamais cessé de préoccuper un statut privilégié au sein des arts, plus précisément la photographie. Né en 1932 dans la médina de Tunis, issu d'un père qui lui a transmis l'amour de son pays et d'une mère peintre qui lui a transmis une certaine sensibilité artistique, Jacques Pérez définit un photographe. La photographie a pris son ampleur et est rentrée un peu dans le domaine artistique, c'est-à-dire qu'il y a des expositions de photographie comme il y a des expositions de peinture. Donc souvent on dit les photographes sont des artistes. Pour ma part, je pense que les photographes, je n'emploierai pas le mot artiste parce qu'un artiste est vraiment un créateur. Et le photographe, en fait, ne crée rien, il se sert de tout ce qui l'environne. Jacques Pérez a voué son existence à la photographie dans la tradition humaniste. Ce qui m'intéresse toujours, ce sont les êtres humains. Donc, aussi bien dans ma première photo que dans celle que je fais maintenant, personnellement, c'est toujours les hommes en train de travailler, de faire des choses, de regarder, de vivre. Donc, il n'y a pas eu de courant particulier. C'est vrai, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la présence de l'être humain dans l'image. Donc, en peinture, ça a été les portraits, je ne sais pas, donc c'était une orientation tout à fait personnelle, mais à l'époque où on s'occupait de photos et je crois que ça m'y intéressait, il n'y avait pas autant de revues maintenant, autant de documentaires sur l'image, autant de films, autant d'expositions, donc c'était une envie personnelle de quelque part. En tant que photographe humaniste, et parmi les définitions de la photographie humaniste qui lui sont multiples, le photographe nous a choisi une. Humaniste, en fait, elle porte déjà sa définition dans son nom, puisque c'est humaniste, donc ça veut dire humain. Et en fait, ça a été surtout une époque de la photographie qui va un peu de l'avant-guerre et jusqu'à l'après-guerre, donc jusque dans les années 60, où les photographes, beaucoup de photographes ont photographié les êtres humains dans leur vie, dans leur distance, dans leur ville, etc. Et comme les chercheurs, les gens qui écrivent sur la photographie ont eu besoin un peu de classer les différentes parties de la photographie, ils ont appelé cette époque l'époque humaniste. Alors pourquoi humaniste? Certainement parce que c'était aussi l'après-guerre, et après une guerre, ce qui est très important, ce sont les hommes. Et les gens de cette école qui s'appelle aussi bien Cartier-Bresson que Doisneau, que Bouba, que Isis, ont photographié avant tout des êtres humains. Donc on l'a appelé humaniste. Alors ça ne veut pas dire ancienne, ça ne veut pas dire rétrograde, ça ne veut pas dire pas moderne, ça veut dire que c'est un regard particulier sur les êtres humains. L'essentiel de la photo humaniste, c'est le regard sur l'homme, ce n'est pas sur autre chose. Toujours le même, demeure inchangeable. Parce que c'est ma façon d'être, ma façon de voir les choses. Et en fait, quand on a la chance d'être professionnel, on a acquis une expérience, on a vu beaucoup de modèles, et on peut très bien, s'il le faut, faire à la manière d'eux. Mais en fait, le regard est toujours le même. Ça n'a pas changé, et il me semble, pour ma part, et on me le dit aussi, que de la première ou presque la première photo à la dernière, le regard est le même et la façon d'être est la même. Tout le monde peut regarder, mais comment regarder? La question qui se pose est la suivante. Ce qui compte vraiment, est-ce regarder ou bien savoir regarder? Je ne cherche pas absolument à capter ce que je vois. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de voir. Et après, s'il le faut, je capte. Mais sinon, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai eu cette chance-là et je n'avais pas un appareil photo avec moi, je ne suis pas un fanatique de l'appareil, je ne suis pas un fétichiste de l'appareil. Donc peut-être que c'est ce regard que je porte avec intérêt, une curiosité sur les autres qui fait que ça traduit une certaine tendresse, mais c'est pas moi qui peux le dire. Ce sont les autres qui le constatent et j'en suis heureux parce que la tendresse est un sentiment très agréable. Grâce à cet appareil, le photographe vise à dire le non-dit, à voir l'invisible et à saisir l'insaisissable. En fait, cet objectif,
c'est comme votre œil, mais c'est le troisième, parce que vous ne le possédez pas, vous le posez à côté, dans un placard. Mais cet objectif doit traduire ce que votre œil voit, aussi bien les ombres, les lumières, les sentiments, le moment, etc. Donc c'est pour ça que je dis un troisième œil, c'est comme une image, pour dire que ce n'est pas une machine, un appareil, c'est quelque part le prolongement de ce que vous êtes. Un petit peu comme la plume de l'écrivain et le prolongement de son cerveau. C'est quelque chose qui traduit son cerveau. L'appareil photo traduit le regard du photographe. C'est l'intermédiaire entre l'image et le photographe, et naturellement le public. Faute de, ou peut-être par un souci d'exactitude et de perfection technique, que Jacques Pérez capte l'instant le plus émouvant et le plus atypique. Quand on est au centre du cache-misère, c'est pas, on n'embine pas les choses. Quand on choisit un angle, quand on choisit quelque chose, naturellement on choisit la chose la plus représentative et la plus intéressante. Mais c'est sûr que selon le genre de reportage que l'on fait, on peut très bien, ce sera un cache-misère le jour où on va faire des photos sur la misère humaine, obligatoirement on va enregistrer ça. Mais la photographie n'embellit pas forcément les choses, c'est le reflet de la réalité. On n'est pas dans le Photoshop, on n'est pas dans le travestissement, on est dans la réalité. Il peut arriver lorsqu'on... Enfin, moi, je ne suis pas un maniaque de l'appareil, c'est-à-dire que je ne passe pas ma vie avec un appareil dans la poche. Donc, quand j'ai un appareil, c'est que j'ai en principe quelque chose à faire. Mais c'est vrai que lorsqu'on circule pour une raison ou pour une autre, il peut arriver que par improviste, on voit quelque chose qui se passe et on le capte parce que ça paraît intéressant. Donc, à ce moment-là, rien n'a été conçu à l'avance. C'est le hasard qui a fait qu'un sujet intéressant et un photographe se sont rencontrés. Mais c'est assez rare. C'est parce que c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de capter les choses. Je ne suis pas un chasseur d'images. Je ne suis ni un photographe de bien, comme je le disais, ni un chasseur d'images. Je ne dis pas, tiens, je vais aller à la chasse, je vais découvrir des choses intéressantes. Non, j'ai déjà un schéma à la tête. Les chasseurs d'images, c'est autre chose. Ils vont à l'improviste et ils captent des choses qui les intéressent. Moi, c'est vraiment par hasard que les choses arrivent. Sinon, je sais, grosso modo à l'avance, ce qui va se passer. Si, par exemple, on me demande de faire un reportage sur le festival de 12, je sais très bien qu'il y aura des cavaliers, qu'il y aura des chameaux, qu'il y aura des slimbis. Donc, j'ai déjà les images dans la tête et puis après, je vais trouver la meilleure image de tous ces éléments. Mais ce n'est pas le hasard qui les fournit, c'est la rencontre avec un sujet qui est déjà là et moi le photographe. Grâce à, ou peut-être faute de, que le photographe a été servi d'un physique pas trop séduisant que lui a permis de capter ses photos. Tout à l'heure je disais que je m'intéressais aux gens, enfin je pense que je m'intéresse aux autres. Donc ce que je peux vous dire c'est qu'il m'arrive de faire des portraits de gens que je rencontre comme ça. Et en général, nous échangeons nos regards, il n'y a aucune parole prononcée. Je sais que lorsque je vais gêner la personne, je passe mon chemin, je n'insiste pas, mais je sens l'acceptation de l'autre. Et à ce moment-là, il y a une sorte de connivence qui s'établit, une sorte d'accord qui s'établit, parce que je ne fais pas de photo téléobjectif, je suis vraiment à 60 cm des gens. Il y a une sorte d'échange de regards, je ne sais pas. Je crois que j'ai la chance d'être servi par le physique de Monsieur Tout-le-Monde. Je suis ni grand, ni petit, ni beau, ni très moche non plus. Donc tout ça fait que quelque part je dois avoir un physique rassurant, et pas agressif, et que les gens se livrent plus facilement. Et je ne sais pas, il y a certainement une sorte de courant qui passe entre ces personnes et moi, et on arrive à ce résultat, mais je ne sais pas l'expliquer autrement. Loin de la mise en scène, purement de la spontanéité. C'est exactement le choix du regard de Jacques Pérez. Quand on fait des photos de mannequins, par exemple, c'est sûr qu'il y a une mise en scène parce que le personnage est là, il y a un vêtement à mettre en valeur ou autre chose. Mais sinon, en général, tous les portraits, enfin, toujours, tous les portraits que j'ai pu faire, c'est le regard du photographe qui a choisi que ça paraît être comme ça. Et il n'y a aucune mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène, sinon alors à ce moment-là, ce n'est pas de la photographie, c'est du cinéma ou bien c'est peut-être
On peut faire ce genre d'arrangement quand il s'agit de faire une photo documentaire ou une photo de carte postale, où on choisit le personnage, mais sinon toutes les photos que l'on peut trouver, je ne sais pas si on prend par exemple des photos qui sont dans le livre sur les bijoux, les gens qui sont là sont vraiment des gens qui existent. C'est pas du tout des mises en scène, parce que ça ne colle pas, on sent tout de suite quand il y a une mise en scène, la photo est extrêmement figée. Maintenant, il est possible aussi que lorsque la personne se sent photographiée, elle ait une position différente que dans la vie, mais il n'y a pas de mise en scène. La mise en scène s'exprime quand on fait des photos d'objets, quand on fait des photos de bijoux pour une de bijoux, quand on fait des photos par exemple pour un livre de cuisine, obligatoirement on fait des mises en scène, quand on fait des photos d'hôtel, on arrange les tables, on arrange les fleurs, on fait des choses comme ça. Mais dès qu'il s'agit de personnes humaines, la photo est vraiment réelle. L'être humain, la maison, l'architecture, la rue, le paysage, rien ne puisse être privé du contexte du sujet focalisé par son objectif. Simplement parce que je pense qu'un endroit comme Sidi Bou Saïd, comme Tunis, comme Paris, comme Londres, comme Rome, ce sont des endroits qui sont faits de leurs monuments, qui sont faits de leurs rues, qui sont faits de leurs activités humaines et qui sont faits aussi des habitations des gens qui sont là. Donc mon souci quand il s'agit de Sidi Bou Saïd, c'est qu'il y a un Sidi Bou Saïd paysage, il y a un Sidi Bou Saïd architecture, il y a un Sidi Bou Saïd maison. Et ces maisons sont en accord avec et le paysage et l'architecture. C'est pour ça que ces maisons ne sont pas isolées du contexte. On les voit dans le paysage, on les voit inscrites, on voit le paysage à partir de ces maisons, à partir d'une fenêtre. Donc, en quelque sorte, la maison, c'est la continuité du lieu. C'est pas indépendant du lieu. C'est une partie du lieu. Parce que cette maison ne serait pas construite de cette façon dans un lieu différent. Si je prends la maison dont vous parlez, la maison du phare d'Abnadour, en fait, c'est une maison qui est au sommet de Sidi Bou Saïd et la personne qui l'a fait construire, M. Lévy-Lépa, a mis en valeur le paysage vers la mer et le paysage vers la terre. Et à partir de là, il a fait une maison. Donc, tout a compté pour lui. Ce n'est pas uniquement des murs et des pièces et des portes et des entrées. Donc, l'architecture d'une maison fait partie du lieu intégralement. Le bleu magnifique du ciel étoilé, la chaleur d'un soleil aussi tendre, voir la beauté et la tendresse de l'Orient n'était pas vraiment le sujet de tous les photographes occidentaux, car ils ont choisi de présenter la photographie orientaliste sous un autre angle, celui de la nudité. On fait ce même type de photo, ça a été une question de mode. Je pense qu'il ne faut pas du tout interpréter le nu comme un objet érotique seulement. C'était après tout la statuaire depuis l'Antiquité, les statues sont nues, elles ne sont pas habillées, que ce soit au Vatican ou ailleurs. Bon. Donc c'était un peu le culte du nu. Bon, il se trouvait que c'était les orientaux, mais je pense que ce n'était pas forcément un regard péjoratif ou de mépris. Je pense que c'était une école de photographie qui voulait ça. C'est comme si vous prenez l'école des Beaux-Arts. À l'école des Beaux-Arts, qu'on soit ici ou ailleurs, les modèles que l'on dessine sont nus parce que pour appréhender le corps humain, il ne doit y avoir aucun vêtement sur ce corps-là. Le moindre vêtement va nuire à la sculpture du corps, à l'architecture. Donc je pense que c'était une question de mode, et c'était surtout sur le plan esthétique. Ça n'avait aucun caractère particulier. Enfin, c'était d'abord l'esprit de l'époque, mais on fait aussi des photos de nu maintenant. Après tout, Calabrelli a posé nu et son image est vendue dans des galeries d'art. Donc je crois qu'il ne faut pas accorder plus d'importance qu'il ne faut à cette histoire de nu.